8h30, 9h30. Chers amis de la matinale, ben voilà, ça commence, c'est ce matin, on est vendredi, on se régale. Et ce matin, on va commencer avec un rapide décryptage sur la politique américaine et géopolitique aussi, j'ai envie de dire. Et j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Mirkovic. Salut Nicolas, comment vas-tu ? Bonjour Nicolas, très très bien, merci et toi ? Ben, je suis en pleine forme. On commence ce matin. Dépôt trop miné pour parler des déclarations du secrétaire d'État Rubio, notamment sur la tentative de gouvernement unipolaire mondial des US. Voilà. Et est-ce qu'on revient à l'État souverain ? Quelle va être la stratégie des États-Unis ? Est-ce qu'il va y avoir une rupture dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, avec la politique qui a été menée sous la gouvernance démocrate ? Là-dessus, je te représente une nouvelle fois. Et bien sûr, vous savez, je suis un passionné de littérature et il faut lire notamment le livre que tu as écrit récemment, qui est sorti il y a quelques mois maintenant, mais qui est toujours d'actualité. On va le mettre à l'antenne, bien entendu, pour que nos téléspectateurs puissent se le procurer dès que possible. Ce matin, il va y avoir beaucoup de livres à vous recommander, donc je vous invite à prendre un carnet à côté de vous et n'hésitez pas. Voilà, c'est celui-ci, l'American Empire, Nicolas Mirkovic, édition Temporis, là-dessus, donc qui est tout à propos pour te demander ton avis là-dessus. Qui est le secrétaire d'État Rubio et qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce que ça va engager, mon cher Nicolas, dans les prochaines semaines ? Alors Marco Rubio est donc l'actuel secrétaire d'État, donc américain. Un secrétaire d'État, c'est l'équivalent d'un ministre des Affaires étrangères. Ouais. Il a jeté un véritable pavé dans la mare, d'autant plus qu'il est plutôt du camp, c'est pas un pro-Trump à la base, il était même plutôt anti-Trump avant, il est plutôt un néoconservateur, c'est-à-dire qu'il pense que l'Amérique doit avoir un empire pour être prospère et peut justement bien s'immiscer dans les affaires de nations souveraines pour servir les besoins du capital américain, pour faire assez court. Et c'est ce même Marco Rubio, il y a quelques jours, qui vient de dire qu'il fallait mettre fin à cette vision unipolaire du monde. Alors, qu'est-ce que c'est que la vision unipolaire du monde ? C'est ce qu'on appelle le mondialisme, ou alors l'empire américain. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que les atlantistes, qui sont également des mondialistes, pensent que le monde ira très très bien quand les États-Unis domineront tout, ça sera la stabilité, ce sont les valeurs de la démocratie, ce sont les valeurs de la libérale, c'est ce que Francis Fukuyama disait dans les années 90, quand l'URSS s'est écroulée, c'est la fin de l'histoire et du dernier homme, nous sommes arrivés à la victoire du camp du bien. Sauf qu'aujourd'hui, Rubio dit que tout compte fait, non, on va tourner cette page parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on rentre dans un monde multipolaire. Il cite dans le monde multipolaire la Chine et il dit dans une moindre mesure la Russie, il la nomme quand même, ce sont quand même deux acteurs principaux des BRICS, et il dit, nous avons cru, il dit que c'est une anomalie de l'histoire, que les États-Unis, dans cette période des années 90, quand ils étaient tout seuls, et qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, des guerres en Yougoslavie, en Irak, en Afghanistan, il n'y avait personne à l'ONU qui osait leur dire quoi que ce soit, ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient, mais il disait que c'est une anomalie d'histoire. Et en gros, ce qu'il dit, c'est qu'on repasse à une nouvelle ère des États-nations. C'est ce qu'il dit. L'Amérique doit défendre les intérêts des Américains. Il le dit très clairement dans cette même interview. Il a même répété ses pensées dans différentes interviews, donc c'est vraiment sa pensée. C'est que les États-Unis, aujourd'hui, je pense qu'ils vont toujours avoir cette vision impériale. C'est une grande nation et les grandes nations font tout ça, mais ils se rendent compte, Trump se rend compte que les États-Unis n'ont plus les moyens, ne peuvent plus tenir cette vision mondialiste, cette vision hégémoniste, et d'un point de vue économique et d'un point de vue social. On a vu aussi que derrière les ONG américaines, c'était le wokisme, c'est le cancel culture, il y a le scandale de USAID où les Américains ou certaines personnes, mais je le disais déjà dans mon livre, l'American Empire, depuis longtemps, que cet argent servait à influencer des universitaires, des hommes politiques pour faire une réingénierie sociale. Toutes ces idées qu'on a, qui arrivent ou par des ONG américaines, ou par des think tanks, ou par des médias, des films, où on essaie de déstructurer la société, la nation, la famille, pour faire une société d'individus qui serait tout seul face à soit l'État, soit aux multinationales. Donc, il y a une espèce de page qui est tournée sur cette vision américaine, en tout cas de géopolitique, que l'Amérique doit faire la pluie et le beau temps sur le monde. Rubio vient de dire que cette période-là était finie et que le but, c'était de servir les intérêts des Américains, trouver des partenaires, et quand il y a des différends, se servir de la diplomatie. Et ça, c'est un discours qui est radical. C'est une rupture, Nicolas, là-dessus, on est d'accord, toi qui suis ça, qui es spécialiste de ça, c'est une véritable rupture. Alors, à quoi doit-on s'attendre ? Effectivement, la puissance américaine va-t-elle rester économique, mais est-ce qu'on peut s'attendre à moins d'ingérence, à moins de déploiement de forces américaines sur des territoires assez lointains, des déstabilisations ou pas ?
selon toi? Alors, pour l'instant, je dis, on va voir, parce qu'en même temps, Ouais. ils sont en train, a priori, de démanteler USAID, qui est vraiment un des organes, pas l'unique, mais qui sert cette construction impériale américaine, qui sert à mener des politiques d'ingérence, à trouver des hommes liges dans les différents pays pour servir les intérêts américains. Les Américains auront besoin d'une zone d'influence. Et je pense que la politique de Trump consistera à faire des accords avec les autres empires, Ouais. avec les autres grandes nations. Il voit bien qu'ils vont se découper le gâteau. Et je pense que Ouais. pour lui, c'est la seule façon de garder une zone d'influence suffisamment importante pour développer l'économie américaine, donc qu'il y ait des retombées de cette zone d'influence, qu'il y ait des marchés captifs, entre guillemets, pour vendre le pétrole, pour vendre des voitures, pour vendre des services, de tout ce que vous voulez. Ils veulent garder ces zones d'influence et pour autant, il va se mettre d'accord avec les autres parce qu'il Ouais. sait que s'il continue cette politique impériale, il y a aujourd'hui des nations qui sont prêtes à se battre et qui ont des armes qui sont parfois même plus puissantes que celles des Américains. Et donc, la solution guerrière n'est plus bonne. Quand vous avez un ennemi qui a les mêmes moyens, voire même des meilleurs moyens que vous réfléchissez. Et il veut éviter, je pense, surtout que les pays dont on parle sont des puissances nucléaires. Donc, je pense que lui, aujourd'hui, se dit, on va se partager le gâteau. Le pétrole là, le gaz là, l'IA ici, l'IA là, il y aura toujours des tensions. Mais il veut éviter la guerre. En revanche, ce qu'il va faire rapidement, et c'est pour ça qu'il parle du Groenland, du Canada, du Panama, c'est qu'il est en train de définir quelle est sa zone d'influence, quelle est celle qu'il veut garder. Et ça va se négocier. Et en contrepartie, on sait que les Chinois ont des intérêts aux États-Unis. La Chine, les Chinois et les Américains sont des très grands partenaires commerciaux. Les Américains ont des relations politiques, économiques dans le monde entier. Donc, ça va être ces discussions. Donc, il n'y aura pas de discussion sur un point donné. Parfois, les gens se disent, bon, bah, on ne comprend pas pourquoi est-ce que Poutine et Trump n'ont pas encore réglé le problème. Enfin, surtout Trump qui avait dit qu'il réglerait le problème de l'Ukraine en 24 heures. C'est parce qu'ils sont en train de regarder le monde à la loupe en se disant qu'est-ce qui va être dans votre zone d'influence, dans notre zone d'influence. Alors, ça ne va pas forcément être un traité et il y aura toujours un petit peu des zones de conflit. On n'est pas tout à fait d'accord et il y aura peut-être encore des guerres. Il y aura certainement même encore des guerres et un peu de politique d'ingérence. Mais globalement, on pourrait s'attendre à avoir des ententes entre grandes nations. En tout cas, c'est comme ça que je pense que Trump va le voir. Est-ce que c'est comme voudrait le voir? Est-ce que c'est comme ça que ça va être reçu, accueilli dans d'autres pays? On ne sait pas pour l'instant parce que les négociations avec les grandes nations du monde n'a pas encore commencé. Là-dessus, notamment sur le Groenland, j'ai l'impression, et notamment le Canada. Tiens, le Canada, Trump, il continue, le Canada. Il a encore dit il y a quelques jours, en début de semaine, que être le 51e État, ça peut être intéressant, ou 52e, c'est intéressant. On voit qu'il n'a pas lâché cette idée, Canada, et d'ailleurs Trudeau, pour le coup, comme la présidente mexicaine, a lâché face à la menace économique de Trump, aux menaces de sanctions économiques. Exactement, Trump ne lâche pas ça. Alors, c'était assez amusant parce que c'était pas non plus en tête de liste de ses promesses de son électorat. Donc là, c'est vraiment sa marotte, il en parle régulièrement, c'est comme un projet assez fou. Et il souffle le chaud et le froid. C'est-à-dire qu'il va dire un jour, on va vous imposer 25% de taxes sur l'importation de tous vos produits. Et puis 2 jours plus tard, il dit, bon, maintenant qu'on s'est mis d'accord, on va vous donner un mois de délai sur ces taxes-là, mais vous avez sécurisé votre frontière pour empêcher que l'immigration clandestine entre chez nous. Et puis, au fait, pourquoi vous ne deviendrez pas le 51e État? Donc, il y a une espèce de rengaine. Et pareil, je pense que son message, il est très difficile à décrypter, Trump. Et je pense que c'est à la fois une force et une faiblesse. On ne sait pas dans quelle direction il va partir. D'un autre côté, qu'est-ce qu'il veut vraiment? C'est quoi la finalité? C'est ce qu'il se disait au Mexique au sujet de la négociation qui vient d'avoir lieu. Qu'est-ce qu'il veut exactement avec le Mexique? Il veut protéger sa frontière ou il veut imposer des taxes sur nos produits? On ne sait pas encore. En tout cas, il est en train de dire à ses voisins proches, et c'est un signe, c'est comme ça que les Américains traitent leurs plus proches, pas forcément alliés, mais voisins, ils les traitent aujourd'hui de manière plus difficile que les ennemis, soi-disant officieux ou officiels. Il veut que ces 2 pays-là, en tout cas que les États-Unis, aient un rôle particulièrement important dans les Amériques. Et cette façon de parler du Panama, du Groenland ou du Canada, comme si c'était des futures acquisitions, est en train de donner le ton. Peut-être qu'à la fin, il ne va pas acquérir ces territoires, mais il est très clairement en train de dire que le patron de la région, ça sera moi. Il est en train de le dire à ses voisins et il est en train de le dire indirectement au reste du monde. Donc, et ce sont des territoires qui intéressent les États-Unis parce qu'il y a des voies navigables, parce qu'il y a des sous-sols qui sont extrêmement riches et qu'à la fin, même si le Canada ne devient pas le 51e État, les États-Unis, mais qu'il y a plein d'entreprises américaines qui sont en train d'exploiter du gaz de schiste, du pétrole de schiste, des terres rares, eh bien, quelque part, ça sera un bénéfice direct
pour les entreprises américaines et donc normalement pour le peuple américain, puisque par ruissellement, Trump promet que les entreprises vont partager les bénéfices avec le reste du peuple. Ouais, donc on doit s'attendre, enfin, alors ça c'est le sujet, mais on doit s'attendre effectivement peut-être un changement de doctrine du côté des États-Unis, notamment sur les conflits géostratégiques. Tu l'as dit, avec la Russie, plutôt de négociations, des prises de position à droite à gauche, avec plus de négociations et peut-être moins de conflits, même si ils ne pourront pas éviter les conflits, bien entendu, on le sait. Ça me paraît difficile entre puissances. C'est exactement ça, Nicolas. Il y aura peut-être des conflits parce que dans certains coins, dans certaines régions, ils ne se mettront pas d'accord et ils accepteront, comme ça a été le cas pendant la guerre froide. Pendant la guerre froide, il n'y avait pas de conflit direct, mais il y avait des conflits dans le monde entier où les Soviétiques étaient derrière un camp, les Américains ou les Atlantistes étaient derrière un autre, et c'était des combats à distance. On en aura encore de ça parce qu'ils ne vont pas pouvoir se mettre d'accord sur tout, et puis il y a des situations qui sont compliquées à gérer. Pour autant, je pense qu'ils se diront que voilà, voici nos lignes rouges, voici nos plates-bandes. Et voilà, on ne marche pas sur nos plates-bandes, on ne marche pas sur nos lignes rouges. Tout le monde est un peu d'accord avec ça, on se partage le monde. Et c'est ce que font les empires. Donc, c'est à la fois sain parce que ça réintroduit cette notion de discussion, de négociation, de diplomatie qu'on avait complètement perdue parce que les Américains, ils avaient tendance à tout gérer avec leur gros bâton, comme le disait Roosevelt, avec tous les problèmes. Ils n'avaient qu'un outil, c'était le marteau, et ils voyaient tous les problèmes comme des clous. Ça, ils ne le peuvent plus. Ils n'en ont plus les moyens. Donc, ils vont négocier. En revanche, voilà, les perdants dans cette affaire, ça va être les plus petites nations. Celles qui ne peuvent pas se défendre, celles qui ne se font pas respecter, celles qui n'ont pas les moyens politiques, économiques et militaires pour résister face aux États-Unis ou aux autres grandes nations, parce que c'est pareil pour les autres aussi. Bon, mais en tout cas, c'était un décryptage, cher Nicolas Mirkovic, d'être venu ce matin. On vous rappelle, chers amis, Nicolas Mirkovic, Temporis Édition. Voilà, pour en savoir un peu plus, pour avoir ces décryptages grilles de lecture. En tout cas, c'est toujours un plaisir que de te recevoir pour avoir quand même une grille de lecture qui est bien différente des médias mainstream. Mais bon, sur Toxin, on ne mange pas de ce pain-là. On fait de l'information indépendante avec des gens qui ne passent pas dans les grands médias. Et peut-être que ceci explique cela, mon cher Nicolas, en tout cas. Voilà. On te souhaite une excellente matinée, excellent vendredi. Merci à toi, Nicolas. Merci beaucoup, Nicolas Mirkovic. Et nous, on continue la matinée.